En 1982, la police a classé l'affaire du jeune Reggie Foster, 16 ans, en la qualifiant de fugue, salissant ainsi son nom. Pendant les 15 années suivantes, sa mère a vécu avec la douleur double d'avoir perdu son fils et celle d'un mensonge cruel. Elle n'a jamais cessé de chercher la vérité, sans savoir qu'elle était enfouie dans le silence de la maison juste à côté. Avant de commencer, merci de regarder Minority Struggles. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Cela me touche vraiment de savoir que vous êtes là avec nous. Nous sommes dans cette histoire ensemble. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. La tragédie du samedi 23 octobre 1982 ne réside pas dans le fait qu'elle ait commencé par un présage, mais plutôt dans le fait qu'elle n'en ait eu aucun. Pour Reginald Reggie Foster, 16 ans, c'était juste une matinée ordinaire. Il était assis à la table de la cuisine, dans leur petite maison à Tarboro, en Caroline du Nord. L'air était empli de l'odeur du bacon qui grésille et du café en train de percoler. Un exemplaire usé de L'Homme invisible était ouvert à côté de son assiette, ses longues jambes déjà trop grandes pour l'espace cosy. Sa mère, Cynthia, une femme dont la grâce dissimulait l'épuisement de ses gardes de nuit à l'hôpital du comté, se déplaçait avec une aisance tranquille entre la cuisinière et le comptoir. Elle fit glisser une omelette parfaite dans son assiette, posant ensuite doucement la main sur son épaule. Tu ne vas pas passer cette belle journée la tête dans un bouquin ou sous le capot d'un vieux moteur, hein? Dit-elle en le taquinant, sa voix douce comme une mélodie familière. Reggie leva les yeux. Ses yeux, si semblables à ceux de sa mère, brillaient d'intelligence et d'un soupçon de malice. Faut bien, maman. Monsieur Henderson au garage a dit que cette Monte Carlo 72 m'attendait. Il me la garde, mais il me manque encore 200 $. Je peux déjà sentir les sièges en vinyle. Cynthia sourit en se servant une tasse de café. Cette voiture, c'était bien plus qu'une voiture. Ils le savaient tous les deux. C'était le char qui le mènerait vers son avenir. La preuve tangible de son travail acharné. Le symbole de la liberté, juste au-delà de l'horizon de leur petite ville. Cette voiture, c'est ton billet pour le Community College, Reginald, lui rappela-t-elle, d'un ton doux mais ferme. Génie électrique. N'oublie pas ça. Je n'oublierai pas, répondit-il. Et elle savait qu'il était sincère. C'était un garçon brillant. Mais à mesure qu'il passait de l'enfance à l'âge adulte, elle voyait naître en lui une nouvelle flamme, une conscience tranquille mais inébranlable de sa propre valeur, qui, dans cet endroit, à cette époque, était aussi dangereuse que nécessaire. Elle l'avait élevé pour qu'il soit fier, mais elle avait aussi tenté de lui enseigner l'arithmétique sombre de la survie, quand se redresser et quand baisser la tête. Une leçon qu'elle priait pour qu'il n'ait jamais à utiliser. Plus tard dans l'après-midi, l'air frais d'automne était rempli des sonorités soul de Sam Cooke, diffusées par une petite radio portable. Reggie était dans la cour avant, ses mains déjà habiles et sûres, en train de diagnostiquer le moteur capricieux d'une tondeuse d'un voisin. Il était concentré sur son travail, son esprit suivant le flux du carburant et de l'air, une tache de graisse ornant déjà sa joue. La porte moustiquaire de la maison voisine grinça. Monsieur Orville Blackwood, un veuf blanc et reclus d'une quarantaine d'années, apparut sur son perron. Blackwood était un pilier du quartier, mais demeurait une énigme totale. Sa propriété, envahie par la végétation, témoignait de son désir d'isolement. Une barrière d'herbes hautes et d'arbres sauvages le séparait du monde. Tout au fond de son terrain, à peine visible, se dressaient de grandes niches à chiens en métal, abandonnées depuis longtemps, les grillages rouillés s'affaissant lentement. « Tu peux baisser ce vacarme ?» lança Blackwood, sa voix désagréable tranchant à travers la musique. Reggie leva les yeux, essuyant ses mains couvertes de graisse avec un chiffon. La musique n'était pas forte, juste à un volume confortable pour un samedi après-midi. « C'est juste la radio, monsieur Blackwood, » dit-il d'un ton respectueux, mais sans servilité. « C'est du bruit, » répliqua Blackwood, les yeux plissés en s'avançant d'un pas sur son perron. « De la musique de racaille, et je ne veux pas l'entendre. » L'insulte, lâchée avec désinvolture, s'abattit sur l'après-midi tranquille comme une pierre. Elle était destinée à rabaisser, à remettre Reggie à sa place. Il sentit une montée de colère, une chaleur lui bourdonnant aux oreilles. Il vit le visage de sa mère dans son esprit, son regard d'avertissement. Mais il sentait aussi la terre ferme sous ses pieds, dans sa propre cour. Il ne faisait rien de mal, il ne faisait que vivre.
Il regarda Blackwood, un regard franc, direct, sans haine, seulement un respect de soi solide. Ça sera fini dans 1 minute, monsieur, dit-il d'une voix calme. Il ne baissa pas le volume. C'était un petit geste, une affirmation silencieuse de son droit à exister, à occuper l'espace. Mais pour un homme comme Orville Blackwood, rongé par un racisme latent et une obsession du contrôle, c'était un acte de défi impardonnable. Il ne vit pas un adolescent écoutant la radio, mais une menace à son autorité, à l'ordre naturel des choses tel qu'il le concevait. Il fixa Reggie un long moment glaçant, le visage figé dans une colère froide, puis se retourna et rentra chez lui. Le silence qu'il laissa derrière lui semblait plus lourd, plus menaçant que la musique. Quelques jours plus tard, Blackwood apparut près de la clôture qui séparait leurs propriétés. Le changement dans son attitude était troublant. Il tenait un petit oiseau en bois finement sculpté et affichait un sourire presque doux, campagnard. « Reginald, dit-il, sa voix douce et rauque, j'espère que tu accepteras mes excuses pour mon emportement l'autre jour. Le décès de ma femme, tu sais, certains jours sont plus durs que d'autres. J'étais de mauvaise humeur. » Il leva l'oiseau. « Je fais un peu de sculpture pour occuper mes mains. Je me demandais si un jeune homme avec une bonne vue comme toi pouvait me dire si le bec te semble droit. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Reggie, méfiant mais lié par la politesse que Cynthia lui avait inculquée, hésita, le ventre noué par une sensation sourde de danger, un instinct primal d'alerte. Blackwood dut le sentir. Il insista, son ton devenant celui d'un voisin attentionné. « Et puis, ajouta-t-il d'un ton chaleureux, j'ai un vieux motoculteur dans mon abri qui me rend fou. Le moteur est noyé, je crois, et impossible de le faire démarrer. Un jeune mécano comme toi verrait sûrement tout de suite le problème. Je te donne 20 $ pour ton aide. Un jeune homme qui économise pour une voiture peut toujours utiliser 20 $ en plus. » C'était un piège parfait. Il flattait sa fierté, reconnaissait sa compétence, offrait une récompense concrète pour son rêve et se présentait comme une simple main tendue. Les 20 $ résonnèrent dans son esprit, un dixième du prix de la Monte-Carlo. Contre sa meilleure intuition, contre le cri intérieur de son instinct, il fit un choix. Le bon côté de lui-même, serviable et généreux, l'emporta. « Oui, monsieur, répondit Reggie. Je peux y jeter un œil. » Il suivit Blackwood à travers le jardin envahi, enjambant les feuilles mortes et les ronces emmêlées. L'air sur la propriété de Blackwood semblait différent, lourd, immobile. Blackwood le mena au-delà de l'abri délabré, poursuivant son chemin vers les chenils encore plus décrépits, situés tout au fond du terrain. « Le motoculteur est juste là, » dit Blackwood en désignant les enclos. « Tu sais, ma femme élevait des beagles de concours dans ses cages. Il y a beaucoup d'histoires par ici. » Il poussa la porte grinçante en grillage du chenil principal, un long enclos étroit, couvert de tôles en décomposition. « Entre donc. Le moteur s'est grippé. Je crois qu'il est juste au fond. » Reggie pénétra dans l'espace clos, ses bottes crissant sur la terre durcie. Ses yeux peinaient à s'adapter à la faible lumière filtrant à travers le toit envahi de végétation. Il ressentit soudain une impression de finalité, profonde et irrémédiable, comme si une porte s'était refermée derrière lui. Et pas seulement au sens propre. L'air était mort. Il n'y avait aucun motoculteur. Il n'y avait que M. Blackwood, debout près de la porte, son masque amical tombé, remplacé par un regard glacial, empreint d'une possession triomphante. « Tu aurais dû baisser la musique, mon garçon, » dit Blackwood d'une voix douce, un chuchotement glaçant. « Tu aurais dû connaître ta place. » Avant que Reggie ne puisse réagir, avant même que son esprit ne saisisse ce changement soudain et terrifiant, Blackwood se jeta sur lui avec une rapidité explosive. Non pas avec ses poings, mais avec un outil qu'il avait dissimulé dans le chenil. Un fusil hypodermique destiné aux animaux. Le dard, aussi épais qu'un crayon, frappa Reggie à la cuisse avec un bruit sourd, écœurant. La charge chimique, conçue pour des animaux bien plus gros qu'un adolescent, agissait rapidement et puissamment. Les jambes de Reggie cédèrent immédiatement. Sa vision se brouilla dans un tourbillon étouffant. Sa dernière pensée consciente fut pour la terre dure du chenil, qui semblait s'élever pour l'engloutir. Il avait simplement traversé la clôture d'un voisin. Il s'était réveillé dans la cage d'un monstre. Le poste de police du comté d'Edgeham en 1982 sentait le café froid, la laine humide et l'indifférence.
Quand Cynthia Foster, le visage ravagé par la terreur et l'insomnie, franchit les portes, elle entra dans un monde qui n'avait pas été conçu pour l'aider. À la réception, on la fit attendre 45 minutes avant que le détective de permanence, un agent blanc blasé et grognon nommé Patterson, ne l'appelle enfin dans son bureau encombré. Il écouta le récit désespéré et confus de Cynthia avec une patience mécanique frôlant le mépris. Son stylo survolait la page, sans vraiment écrire. « Mon fils a disparu », dit Cynthia, la voix tremblante mais claire, refusant de s'effondrer. « Il s'appelle Reginald Foster. Il a 16 ans, mesure environ 1,80 m, pèse autour de 72 kilos. Il portait un jean bleu et un t-shirt gris avec une tache de graisse sur le devant. Il travaillait sur une tondeuse dans notre cour samedi après-midi. Je suis allé à l'épicerie. J'étais parti 1 heure, peut-être 1h15. À mon retour, il n'était plus là. La radio était toujours par terre, allumée, ses outils éparpillés dans l'herbe. Reggie ne laisserait jamais ses outils traîner comme ça. Et il ne partirait jamais sans me le dire. Le détective Patterson gribouilla quelques mots, sans la regarder. « Un garçon de 16 ans, vous dites ?» demanda-t-il d'un ton plat. « Il a une petite amie? Une dispute peut-être? Des ennuis à l'école ?»« Reggie est un bon garçon, » insista Cynthia, sa frustration ayant un goût métallique dans la bouche. « C'est un bon élève. Il travaille au garage de Henderson après les cours. Il économise chaque centime pour une voiture. Il parle de faire des études en génie électrique. Il ne se drogue pas. Il n'a pas d'ennemis. C'est un garçon bien, responsable. »« Toutes les mères disent ça, madame, » répondit Patterson en levant enfin les yeux, le regard las et condescendant. « Les garçons de cet âge-là, ils s'agitent. Vous seriez surprise. On va jeter un œil. Le seul entretien mené avec le voisin, Orville Blackwood, c'est là le destin de Reggie. Blackwood, jouant à la perfection le rôle du veuf concerné et inoffensif, servit son mensonge cruel et calculé avec une touche de tristesse feinte, maîtrisée à la perfection. Il se présenta de son plein gré au poste, un geste qui le dépeignait immédiatement comme un citoyen coopératif et respectable. Assis en face du détective Patterson, il poussa un profond soupir. « Oui, j'ai vu le garçon cet après-midi-là, » dit-il d'une voix douce et rauque. Il avait l'air agité, nerveux. Vous savez comment ils peuvent être. Il s'interrompit, comme s'il hésitait à parler en mal d'un adolescent disparu. On a parlé 1 minute. Il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait quitter cette ville sans avenir, qu'il avait quelques ennuis. Des ennuis, s'intéressa Patterson pour la première fois. Il ne m'a pas donné les détails, répondit Blackwood en secouant tristement la tête. Un homme ne fouille pas dans les affaires d'un garçon, mais il a mentionné quelques grands du coin. Une petite dette, des bêtises qu'il craignait devoir le rattraper. Il a dit qu'il devait se faire oublier un moment, qu'il pensait monter vers le nord, chez un oncle ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit de ne pas faire l'imbécile, mais vous savez comment ils sont, ces jeunes. Trop fiers. Pour parfaire son mensonge, Blackwood ajouta un dernier élément. Une fausse piste aussi dévastatrice que décisive. D'ailleurs, dit-il en se penchant légèrement, sa voix baissant d'un ton, juste après qu'il soit parti à pied, j'ai vu une voiture inconnue. Une grosse berline cabossée, peut-être une Ford, verte foncée ou noire. Elle était garée plus bas dans la rue 1 minute, puis elle est partie à toute vitesse. Elle avait des plaques de la ville. Je trouvais ça étrange sur le moment. Mais maintenant, eh bien, tout ça prend un sens terrible, non? C'était une histoire parfaite, simple, commode et correspondant parfaitement aux stéréotypes racistes et paresseux du département. Un ado noir à problème, mêlé à de petites délinquances, avait fui avec ses amis de la ville. La voiture fictive lança la police sur une piste creuse, une recherche molle d'un véhicule qui n'avait jamais existé, renforçant l'image de Blackwood comme témoin fiable et pilier de la communauté. Quand le détective Patterson téléphona à Cynthia le lendemain pour lui faire part des conclusions, il ne présenta pas l'histoire comme une hypothèse, mais comme la vérité la plus probable. « Madame, dit-il d'une voix empreinte d'une tonalité finale, il semble que votre fils se soit attiré des ennuis. Une source fiable nous a dit qu'il fréquentait un groupe dangereux venu de l'extérieur et qu'il parlait de fuir la ville pour échapper à une dette. Tout cela porte les signes classiques d'une fugue. Il n'est pas disparu comme vous le pensez. Il se cache. Il réapparaîtra quand il aura besoin d'argent ou quand les choses se seront calmées.
Le monde de Cynthia, déjà en train de chavirer, s'effondra complètement. Elle agrippa le téléphone, les jointures blanchies. Un groupe dangereux? Une dette? Ce n'est pas mon Reggie. C'est un mensonge. Qui vous a dit ça? Mon voisin, Monsieur Blackwood? C'est le seul à qui vous avez parlé. Je ne peux pas révéler mes sources, madame, répondit Patterson avec aisance, sa voix déjà lointaine. Le statut officiel de l'affaire, fugue, dossier ouvert, mais laissé à l'abandon. Le clic au bout du fil marqua le moment où le système abandonna officiellement son fils. L'enquête était terminée avant même d'avoir commencé. Un simple bulletin de fugue fut rempli, circulé avec une stupéfiante absence d'urgence. Le nom de Reggie fut entaché, son caractère assassiné, sa disparition réduite à une conséquence de sa supposée délinquance. Le mensonge était parfait, et désormais, il était officiel. Les 15 années qui suivirent furent là pour Cynthia Foster une lente descente dans un enfer silencieux. Le deuil est un océan, mais celui-ci était différent. C'était un tourment qui avait un visage et un nom, et qui vivait à seulement 30 mètres de là. Sa vie devint une étude approfondie d'une forme particulière d'agonie, celle d'une mère qui devait pleurer un fils disparu tout en vivant à côté de l'homme qu'elle savait, de manière instinctive mais impossible à prouver, être responsable. Le monde continuait de tourner, les saisons passaient, la ville changeait, mais Cynthia, elle, était figée dans l'automne 1982. Sa vie n'était qu'une veille constante, douloureuse. Elle ne quitta jamais leur petite maison. Partir aurait été une trahison, une reddition finale face au mensonge officiel qui avait marqué son fils du sceau de la fuite. Elle resta, sentinelle solitaire, les yeux toujours tournés vers la propriété voisine, envahie par les mauvaises herbes et laissée à l'abandon. Elle conserva la chambre de Reggie intacte, un sanctuaire dédié à son avenir volé. Ses vêtements pendaient encore dans le placard, son uniforme de travail au garage, toujours sur son cintre, ses manuels scolaires posés sur son bureau, le marque-page de l'homme invisible toujours en place. Scène 1, 1987, 5 ans plus tard. Les néons du Piggly Wiggly bourdonnaient, projetant une lumière verdâtre et stérile sur les allées. 5 ans. Cynthia poussait son chariot. Une roue bancale grinçait en rythme avec la musique d'ambiance sans âme. Elle était dans le rayon des conserves, comparant les prix des haricots verts, lorsqu'une silhouette familière tant redoutée apparut au coin de l'allée, poussant son propre chariot. C'était Orville Blackwood. Sa respiration se coupa net. Elle ne s'était pas trouvée aussi proche de lui depuis des années, même si elle voyait presque chaque jour sa silhouette depuis la fenêtre. Il paraissait plus vieux, émacié, mais ses yeux étaient dans les mêmes, petits, froids, obsédants. Ses propres yeux se posèrent aussitôt sur son chariot. Une terreur glaciale, familière, lui noua l'estomac. Le chariot débordait, non pas de plats surgelés individuels ou de petites conserves comme on pourrait s'y attendre d'un veuf solitaire, mais de produits en gros, des formats familiaux, 2 gros pains de mie blanc, bon marché, un gallon de lait, un gallon d'eau, une douzaine de conserves de ragoût de bœuf et de soupe au poulet Campbell, une grande boîte de crackers salés, un sac familial de pommes de terre. C'était une quantité de nourriture impossible pour un seul homme. Leurs regards se croisèrent au-dessus d'une pyramide de maïs en conserve. Le visage de Blackwood afficha un masque placide de reconnaissance voisine. Mais dans ses yeux, durant une fraction de seconde, brillait autre chose. Pas de la haine, mais une étincelle glaciale de certitude, de contrôle, de domination. Il lui adressa un léger hochement de tête poli, le coin de sa bouche mince frémissant. « Cynthia, dit-il, la voix sèche comme des feuilles mortes. « Orville, répondit-elle, la voix tendue, les jointures blanches à force de serrer la poignée en plastique du chariot. Son esprit s'emballa, un torrent de pensées muettes, hurlantes. « Dis quelque chose, dis-le maintenant. Demande-lui pour qui il achète toute cette nourriture. Demande-lui ce qu'il fait tous les jours dans sa cour, quand il va vers ses chenilles pourries. Dis-lui que tu sais qu'il ment. Dis-lui que tu sais qu'il a ton fils. » Mais les mots moururent dans sa gorge, étouffés par 5 années de rejet officiel et la certitude suffocante que personne ne la croirait. Quelle preuve avait-elle? Un chariot plein de nourriture? Un pressentiment si fort qu'il semblait être devenu un organe à part entière? On la traiterait d'hystérique, de mère en deuil devenue paranoïaque. On l'avait déjà fait. Impuissante, elle le regarda simplement s'éloigner vers la caisse.
Un monstre faisant ses provisions un mardi après-midi. Debout, figée dans l'allée, elle comprit enfin la vérité. Son soupçon n'était pas qu'un sentiment. C'était le seul lien qui la reliait encore à son fils. C'était tout ce qui lui restait. Scène 2, 1992. 10 ans plus tard, l'obscurité. Pendant 10 ans, l'obscurité avait été le début et la fin de tout. Pas une obscurité totale, mais une pénombre épaisse, étouffante, parfois percée par la lueur jaunâtre et maladive d'une veilleuse basse consommation enfermée dans une cage métallique, accrochée au plafond. Le monde n'était plus qu'un cube de béton de 3 mètres sur 4. L'odeur était sa compagne constante. La morsure métallique de la terre humide, l'acidité rance de son propre corps et l'effluve chimique du grillage rouillé dans le coin qui servait de toilette. Il avait 26 ans. Il s'appelait Reggie. Il s'accrochait à ce nom comme à une prière dans l'obscurité. Assis sur un tas de paille qui lui servait de lit, le dos contre le mur de béton ruisselant, son corps était devenu la carte vivante de sa captivité. Amaigri, blafard, les muscles atrophiés, les articulations douloureuses. Il mesurait le temps selon les visites de son geôlier. Une fois par jour, chaque jour, comme une horloge perverse, le grincement lourd des verrous, la trappe métallique s'ouvrant lentement, le faisceau brutal d'une lampe torche le ciblant toujours en pleine face. Aujourd'hui, Blackwood semblait bavard. La trappe s'ouvrit et après un instant, un bol de ragoût liquide et une tasse d'eau furent descendus au bout d'une corde. Le monde est en train de s'effondrer, tu sais, dit la voix de Blackwood, résonnant dans l'espace étroit. Il se tenait à l'ouverture, silhouette sombre contre un carré de jour gris, un dieu dans ce petit univers fétide. Ce que je fais pour toi, c'est une forme de clémence, une protection. Là dehors, les tiens, ils brûlent les villes. Des émeutes à Los Angeles. Plus aucun respect pour rien. Ni loi, ni ordre, juste le chaos. Reggie ne répondit pas. Il avait compris, des années plus tôt, que le silence était son seul bouclier, sa seule forme de résistance. Il fixait le bol de nourriture, l'estomac tiraillé entre faim et dégoût. « Tu es en sécurité ici », poursuivit Blackwood, d'un ton calme, rationnel, et totalement, effroyablement fou. Tu as de la nourriture, un toit. Tu n'as pas à craindre les tentations ni les ennuis du monde déchu. Je t'ai sauvé de tout ça. Tu prenais une mauvaise direction, mon garçon. J'ai vu ça dans tes yeux ce jour-là. Cette défiance. Je l'ai corrigée. Je t'ai donné l'ordre. Tu devrais être reconnaissant. Il attendit comme s'il espérait une réponse. Reggie resta immobile. Une statue sculptée dans le chagrin. Un soupir venu d'en haut. Têtu. Encore si têtu. La trappe se referma dans un gémissement. Les verrous raclèrent à nouveau. L'obscurité revint. Reggie se retrouva seul, une fois de plus, avec les paroles de son sauveur, l'architecte de son enfer vivant. Il avait survécu non seulement en mangeant, mais surtout en laissant son esprit fuir vers l'unique lieu où Blackwood ne pouvait l'enchaîner. Sa mémoire. Pendant des heures, des jours entiers, il reconstruisait mentalement la Monte-Carlo 72, boulon par boulon. Il se souvenait du goût exact du bacon de sa mère, de la chaleur du soleil sur son visage. Il s'accrochait à ces fragments d'une vie passée, s'en servant comme d'un bouclier contre le néant écrasant du présent. L'été 1997 fut une saison brutale, étouffante, dans le comté d'Edgeham. La chaleur était une entité physique, l'air lourd et immobile. Orville Blackwood, désormais dans la soixantaine, semblait rapetisser sous son poids. Ses mouvements ralentis, sa marche quotidienne vers le fond de sa propriété devenait plus laborieuse. Mais sa routine ne changea pas. Jusqu'au jour où elle le fit. Tout commença par une lettre. Cynthia, dont la vie n'était plus qu'une surveillance permanente de la maison voisine, le remarqua aussitôt. Le courrier du lundi était encore dans la boîte aux lettres le mardi, une simple enveloppe blanche. Le mercredi, le nouveau courrier fut entassé par-dessus l'ancien. Le jeudi, la boîte débordait, une petite cascade de prospectus et de lettres s'éparpillant au sol. C'était du jamais vu. Blackwood, malgré ses monstrueux secrets, était un homme aux habitudes précises, immuables. Un malaise aigu, différent de la suspicion chronique à laquelle Cynthia était habituée, commença à la gagner. Sa veille jusque-là passive et attentive exigeait désormais une action. Sa première pensée, paralysante,
fut pour son fils. Si quelque chose est arrivé à Blackwood, que se passe-t-il pour la personne, pour le secret qu'il gardait au fond de sa propriété? La pensée était si terrifiante qu'elle faillit lui couper le souffle. Seule dans l'obscurité, sans nourriture, sans eau, elle devait agir. Mais elle ne pouvait pas appeler la police et dire « Mon voisin que je soupçonne d'avoir enlevé mon fils depuis 15 ans ne relève plus son courrier. » On la traiterait encore une fois d'hystérique du quartier. Il lui fallait une raison valable, irréprochable, un geste de bienveillance de bon voisinage. Elle décrocha le téléphone, la main tremblante, et appela la ligne non urgente du comté. « Bonjour, dit-elle, la voix parfaitement maîtrisée pour ne trahir aucune panique. Je m'appelle Cynthia Foster. J'habite au 121 Pine Road. J'appelle à propos de mon voisin, M. Orville Blackwood, au numéro 123. C'est un homme âgé, il vit seul, et je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Son courrier s'accumule, avec cette chaleur accablante. Je suis très inquiète qu'il ait fait une chute ou qu'il ait eu un problème de santé. C'était un mensonge parfait, compatissant. Une vérification de bien-être. 2 heures plus tard, une voiture de patrouille du shérif arriva. Un jeune adjoint, qui n'était même pas né lorsque Reggie disparut, frappa à la porte d'entrée de Blackwood. Il frappa à nouveau plus fort cette fois. « Département du shérif, Monsieur Blackwood ?» Aucune réponse. Il jeta un œil à travers les vitres sales. Il fit le tour de la maison. Il appela son supérieur. Conformément à la procédure pour une possible urgence médicale impliquant une personne âgée vulnérable, ils prirent la décision de forcer l'entrée. La porte céda dans un craquement sec de bois desséché. Les officiers pénétrèrent dans la maison, appelant « Département du shérif !» Ils le trouvèrent dans son salon, un espace rempli de meubles poussiéreux et d'une âcre odeur de maladie. Il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral massif et invalidant. Il était vivant, mais à peine. Étendu au sol depuis 3 jours, incapable de bouger, les yeux ouverts, prisonnier de son propre corps. La scène devint immédiatement une urgence médicale. Les secours furent appelés et Blackwood fut stabilisé avec précaution puis transporté à l'hôpital. Son long règne de terreur venait d'être brisé par une simple défaillance biologique. Alors que l'ambulance s'éloignait, sirène éteinte, l'un des adjoints, un jeune officier nommé Evans, commença une inspection standard de la propriété avant qu'elle ne soit scellée. Il traversa l'arrière-cour envahie par la végétation, son regard passant sur les dépendances délabrées. Il s'apprêtait à faire demi-tour face à la ruine que formaient les anciens chenils, quand il l'entendit. Un son, faible, à peine audible sous le grésillement des cigales. Un bruit rythmique, doux. Tape, tape, tape. « T'as entendu ça ?» demanda Evans à son partenaire, un officier plus âgé nommé Miller. « Entendu quoi ?»« Probablement une branche qui tape sur le toit, » répondit Miller, pressé d'en finir. « Non, insista Evans, l'estomac noué par une inquiétude inexplicable. « Écoute bien. » Il s'immobilisa, tendant l'oreille. Le bruit revint, plus faible encore. Tape, tape. Un son métallique sur du béton. Un signal désespéré, mourant. « Je vais vérifier, » dit Evans, la main sur son arme de service. Il s'avança prudemment vers les chenils, les ombres longues du crépuscule se déformant autour de lui. Il entra dans le couloir principal, ses bottes craquant sur les feuilles mortes et les débris. Il suivit la mémoire du son jusqu'au mur du fond. Là, à moitié dissimulée sous une pile de bâches pourries, il la vit. Une lourde trappe, savamment camouflée, fermée par 2 loquets coulissants en métal rouillé, mais encore solide. Le tapotement s'était arrêté, remplacé par un silence de mort, comme si l'occupant, ayant entendu ses pas, s'était figé de terreur. La situation venait de basculer d'un appel médical à une scène d'horreur inimaginable. Il appela du renfort et des enquêteurs, la voix tendue d'une émotion qu'il n'avait jamais encore connue. « Qu'on m'envoie quelqu'un immédiatement, » dit-il, la voix brisée. « Je suis au chenil, à l'arrière de la propriété. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. » La découverte de la trappe secrète transforma cette paisible rue résidentielle en épicentre d'une enquête criminelle majeure. Le détective Isaac Bell, un enquêteur aguerri de l'unité des affaires non résolues de l'État, arriva sur les lieux, l'esprit en ébullition. Il connaissait les rumeurs sur la vieille affaire Foster. Elle venait de renaître avec une tournure terrifiante et impensable. L'ouverture de la trappe fut lente, méthodique.
Les loquets rouillés durent être sectionnés avec des pinces industrielles, grinçant en résistance. L'air était épais d'angoisse, saturé d'attente. Enfin, dans un craquement de métal, les loquets cédèrent. Deux officiers, peinant de concert, soulevèrent la lourde porte en bois, révélant une ouverture noire, carrée, creusée dans la terre. Une vague d'air fétide et stagnant s'en échappa. L'odeur concentrée de 15 années de confinement humain. Sueur, déchets, négligence extrême. Une puanteur si forte qu'elle fit reculer et suffoquer les policiers les plus endurcis. Le détective Bell, le visage fermé, pointa sa puissante lampe torche dans l'abîme. Le faisceau trancha les ténèbres, illuminant une scène d'horreur pure. Une petite cave bétonnée, une cage. Le sol nu, incliné, toujours humide. Dans un coin, pas de matelas, juste un tas de paille jaunie et moisie. Un simple trou grillagé rouillé faisait office de latrine. Seule source de lumière, une ampoule de faible intensité, encagée, pendue au plafond, éteinte. Et recroquevillé dans le coin, sur la paille, il y avait une silhouette. Un homme. Il était émacié, sa peau pâle, cadavérique, ses cheveux et sa barbe emmêlés en touffes sales. Il portait des haillons qui avaient autrefois été un t-shirt et un pantalon. Et attaché à son pied par un épais bracelet métallique, une lourde chaîne rouillée le reliait à un énorme boulon ancré dans le sol de béton. La silhouette sursauta violemment à la lumière, jetant un bras squelettique sur son visage et émettant un son guttural, primal, de peur, comme un animal acculé. « Mon Dieu !» murmura un officier, la voix tremblante. Le détective Bell s'agenouilla au bord de l'ouverture, le cœur battant, son calme professionnel en lambeaux. Il parle doucement, d'une voix basse, posée. « C'est bon, tout va bien. Nous sommes la police. Nous sommes là pour vous aider. Comment vous appelez-vous » L'homme ne répondit pas. Il fixait les yeux écarquillés, un regard pétrifié, d'un effroi ancien, celui d'un homme dont la seule compagnie, pendant plus de 5000 jours, avait été la peur. Une équipe de secours spécialisée fut appelée. Elle descendit prudemment dans la cave, parlant à voix basse, d'un ton apaisant. Mais l'homme, la victime, était terrifié, réagissant à leur présence par des mouvements paniqués, presque sauvages. Il fallut près d'1 heure pour le calmer suffisamment et s'approcher de lui afin d'utiliser des pinces massives pour couper la chaîne qu'il avait attachée au sol pendant 15 longues années. Il fut sorti au monde sur une civière, enveloppé dans des couvertures, ses yeux clignant douloureusement à la lumière du crépuscule qu'il n'avait pas vu depuis l'adolescence. Les ambulanciers le transportèrent en urgence à l'hôpital. Un fantôme vivant arraché à une tombe. Plus tard dans la soirée, le détective Bell s'assit avec Cynthia Foster dans une pièce calme et stérile de l'hôpital. L'homme qu'ils avaient trouvé, expliqua-t-il, était sévèrement malnutri et psychologiquement traumatisé, mais il était vivant. Et grâce à des dossiers dentaires datant de 1982, une identification formelle avait été effectuée. « Cynthia », dit doucement le détective Bell, la gorge serrée par l'émotion qu'il ne pouvait réprimer. « L'homme que nous avons trouvé dans cette cave, c'est votre fils. C'est Reginald Foster. » Cynthia s'effondra, une vague de sanglots si profonds qu'il semblait jaillir de l'âme même. C'était un cri de douleur inimaginable, mais aussi un soulagement saisissant, presque irréel. Il était vivant. Son Reggie était vivant. La vigile de 15 ans était terminée. Mais alors que le choc initial s'estompait, une autre réalité, plus terrible encore, s'imposait. Le fils qu'elle avait perdu était un garçon de 16 ans, plein de vie et de rêves. L'homme qu'ils avaient retrouvé était un fantôme de 31 ans, un survivant d'un cauchemar qu'elle ne pouvait même pas commencer à concevoir. Le sauvetage de Reginald Reggie Foster fut une nouvelle nationale pendant 9 jours. Une histoire d'horreur presque inconcevable et de survie miraculeuse. Mais une fois les projecteurs éteints et les vannes des journalistes reparties, la réalité longue, pénible et déchirante de l'après commença. La réunion que Cynthia avait espérée pendant 15 ans fut un paysage de douleur complexe et profonde. La première fois qu'on l'autorisa à entrer dans la chambre d'hôpital de Reggie, elle le trouva recroquevillé dans un coin, essayant de se faire tout petit, effrayé par la lumière crue et les bips réguliers du moniteur cardiaque. « Reggie » murmura-t-elle depuis l'entrée, le cœur broyé par un amour si intense qu'il en devenait douleur physique. « Reggie, c'est maman, c'est moi. » Il la regarda,
les yeux écarquillés d'une peur sans reconnaissance. Il voyait une étrangère, une nouvelle personne dans un monde devenu une agression constante pour ses sens. Cet homme de 31 ans était un étranger pour elle aussi, son corps devenu adulte, mais son esprit un puzzle brisé d'enfance, perdu et de terreur absolue. Orville Blackwood, l'architecte de ce cauchemar, ne fut jamais jugé. Il resta prisonnier de son propre corps brisé, incapable de parler ou de formuler des pensées cohérentes. Il fut interné dans un établissement médical sécurisé de l'État, où il mourut moins d'un an plus tard. Ses motivations monstrueuses et les détails précis de ses crimes restèrent enfermés à jamais derrière ses yeux vides. Pour Cynthia, ce fut la première des nombreuses blessures d'une justice incomplète. La confrontation qu'elle avait tant souhaitée, ce moment où elle aurait pu exiger pourquoi de la bouche de celui qui avait volé son fils, arriva enfin quelques mois avant sa mort. Le détective Bell organisa une visite surveillée. Cynthia entra dans une pièce stérile et antiseptique et le vit affaissé dans un fauteuil roulant, une ligne de bave sur le menton, les yeux vides, sans vie. C'était donc ça le monstre. Cette coquille fragile, pathétique, vide. Elle s'assit en face de lui, les mains crispées sur ses genoux, tremblante de 15 années de rage contenue. « Est-ce que tu sais qui je suis ?» demanda-t-elle, la voix vacillante. « Je suis Cynthia Foster. J'étais ta voisine. Tu as pris mon fils. Tu as pris mon Reggie. » Blackwood resta silencieux, un léger gargouillement rauque montant de sa gorge. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, un mot simple, brisé, les larmes coulant librement sur son visage. « Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'était qu'un garçon. C'était mon bébé. Il ne t'avait rien fait. Il écoutait juste sa musique. Pourquoi ?» Elle hurla la question, la voix nue de douleur, emplissant la petite pièce. Mais il n'y eut pas de réponse. Aucun aveu, aucun remords. Seulement le regard vide d'un homme dont l'esprit était devenu une prison. Son mal enfermé à jamais, protégé par une ultime cruauté biologique. Cynthia quitta cette pièce avec l'horrible certitude qu'elle ne saurait jamais. Le pourquoi resterait le dernier secret silencieux de Blackwood. 2 ans plus tard, l'histoire ne se termine pas par une rémission triomphante, mais par une lutte quotidienne, discrète. Reggie, aujourd'hui âgé de 33 ans, est assis dans une pièce baignée de soleil que Cynthia a fait construire pour lui dans leur jardin. Un lieu de paix, de silence et de contrôle. C'est une séance d'art-thérapie. Sa thérapeute, une femme douce à la voix apaisante, lui a demandé de dessiner un souvenir heureux de son enfance. Sa main tenant un morceau de fusain tremble. Il se souvient du soleil. Il se souvient de l'odeur du bacon. Il se souvient du sourire de sa mère. Mais les autres souvenirs, les sombres, sont plus forts. Ils sont toujours là, tapis, en attente. Il commence à dessiner la forme d'une voiture, la Monte-Carlo de 72. Mais les lignes se déforment, deviennent les contours rigides d'une boîte. Il dessine des barreaux sur la porte. Il appuie le fusain si fort qu'il se casse. Le son claque dans le silence de la pièce. Une larme unique, chaude et silencieuse, glisse sur sa joue et tombe sur la feuille, brouillant les lignes sombres. Il a survécu, mais il ne sera jamais l'homme qu'il aurait dû devenir. Il ne peut pas travailler. Il est terrorisé par la foule. Le fantôme de la cage marchera toujours à ses côtés. Cynthia, aujourd'hui une femme âgée, les rides de son visage gravées par le chagrin, est assise sur son porche, le regard tourné vers la fenêtre de l'atelier. Sa vie n'est pas celle qu'elle avait imaginée, mais elle est empreinte d'un amour farouche et profond. Elle a retrouvé son fils, pas entier, pas le garçon qu'elle avait perdu, mais vivant. Et dans un monde qui avait tant tenté de l'effacer, d'abord par un mensonge, puis par une cage, cette survie silencieuse, quotidienne et douloureuse, était une victoire miraculeuse et puissante. La justice ne fut pas un verdict rendu dans une salle d'audience. Ce fut l'acte simple, quotidien, de l'amour d'une mère, aidant patiemment son fils à retrouver le chemin vers la lumière.